Mon père a dit, tu as toujours été notre plus grande erreur. Je suis resté là. J'ai souri. C'est facile à réparer. Je suis sorti sans un mot de plus et je leur ai coupé l'accès au compte fiduciaire. 30 minutes plus tard, ils m'ont appelé désespérément 24 fois. On dit, on ne choisit pas sa famille. J'avais l'habitude de répéter ça comme un mantra, en essayant de croire que c'était une excuse. Mais après ce que mon père m'a dit ce soir-là, j'ai réalisé que nous avions peut-être un choix. Pas dans les liens du sang, mais dans le pouvoir que nous leur accordons. C'était le 60e anniversaire de mon oncle Arturo, et pour la première fois depuis des mois, j'avais accepté de me présenter à une réunion de famille. Ce n'était pas parce que j'en avais envie. C'était simplement qu'Arturo était le seul à m'avoir jamais traité comme si j'avais vraiment ma place, même quand mes parents montraient clairement que j'étais plus une obligation qu'un enfant. Je me suis dit que j'allais me montrer, lui souhaiter un bon anniversaire, boire un verre ou deux, et partir avant que quiconque ne le remarque. Arturo avait loué un salon privé dans un club de golf en dehors de Monterrey. Somptueux, chic, et très certainement cher. Mais c'était la manière de faire d'Arturo. Pas pour impressionner les gens, mais parce qu'il voulait sincèrement que tout le monde passe un bon moment. Le reste de ma famille, en revanche, utilisait ce genre d'événement comme une scène, surtout mes parents. Ils sont arrivés en se comportant comme si l'endroit leur appartenait. Ma mère, dans une robe neuve que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre, s'accrochait à mon père comme s'il faisait partie de la royauté. Il serrait les mains comme un politicien, marquant une pause juste assez longue pour que tout le monde remarque la Rolex que je savais avoir été achetée avec une carte de crédit qu'il n'avait aucune intention de rembourser. Daniela est arrivée en retard, comme toujours, avec un brushing parfait, le visage au contouring impeccable, des lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle était en tournée de presse. Papa s'est levé quand elle est entrée. Ma mère a eu un hoquet de surprise comme si le pape venait d'arriver. J'étais déjà assise à la table du coin, sirotant mon verre. Personne ne m'a même remarqué. Daniela s'est dirigée tout droit vers le siège entre mes parents. Ma mère s'est mise à parler fort d'une exposition d'art que Daniela était censée organiser. Je n'ai pas interrompu pour demander comment elle pouvait organiser un événement alors qu'elle vivait encore chez eux et n'avait pas de travail. Je savais déjà comment cette conversation se terminerait. Quelques semaines plus tôt, mes parents étaient venus me demander quelque chose. Pas de l'aide, pas dans leurs termes. Bref, ils ont dit qu'il était temps d'élargir leur portefeuille d'investissement et voulaient que j'autorise un retrait du fonds fiduciaire familial. Leur projet, une maison de vacances à San Miguel de Allende. J'ai dit non. La fiducie n'était pas leur jouet. C'était l'héritage de mon grand-père. Et à sa mort, j'ai été nommée administratrice financière. Elle était destinée aux urgences, aux soins de longue durée ou aux besoins exceptionnels, pas à une troisième maison dans le désert. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas discuté. Ils ont juste arrêté de me parler. 2 semaines de silence, puis une invitation soudaine à l'anniversaire d'Arturo. J'ai accepté par respect pour Arturo, pas pour eux. Tout le monde avait fini de manger quand Arturo s'est levé pour porter un toast. Il était doux, sentimental, a dit quelque chose sur sa gratitude envers la famille. Il a levé son verre et, un par un, les gens ont commencé à partager des souvenirs. Certains étaient drôles, d'autres un peu ennuyeux. Puis ce fut le tour de mon père. Il s'est levé lentement, cet air suffisant que je lui connaissais si bien peint sur son visage. Ma mère lui a fait un petit signe de tête fière, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. Vous savez, élever Sofia a toujours été un défi. Elle est têtue, distante, trop pragmatique pour son propre bien. Les gens ont ri maladroitement. Pas moi. Mais nous avons essayé. Dieu sait que nous avons essayé. Pourtant, certaines erreurs sont trop grandes pour être réparées. Et j'ai fini par accepter le fait que Sofia a toujours été la nôtre. Voilà. C'était dit, devant une salle pleine de parents, comme si j'étais une recette ratée ou une voiture qui ne démarre pas. Je n'ai rien dit au début. Je me suis simplement levé, j'ai pris mon sac et je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est facile à réparer. Et je suis parti. Pas de scène dramatique, pas de cris, pas de larmes. Dehors, je suis monté dans ma voiture, j'ai ouvert l'application de gestion de la fiducie et j'ai révoqué leur accès. Pas d'avertissement, pas de conversation, juste terminé. À mi-chemin de la maison, les appels ont commencé, l'un après l'autre. 24 en 30 minutes. Je n'ai répondu à aucun. Et pour la première fois de ma vie,
je ne me suis pas senti coupable, pas même un peu. Je suis rentré, je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé les appels manqués se multiplier. Je savais exactement pourquoi ils appelaient. Pas parce qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient dit, pas parce qu'ils étaient désolés, mais parce que l'argent avait disparu, et que maintenant ils allaient devoir affronter le reste de la famille sans bouclier. Demain, ils essaieraient d'arranger les choses. Pas parce qu'ils se souciaient de moi, mais parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas le faire. Mais ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Cette fois, je ne céderai pas. Le lendemain matin a commencé dans le calme. Trop calme. Je savais que ça ne durerait pas. Je me suis réveillé vers 8 heures, j'ai fait du café, je me suis assise sur ma terrasse et j'ai attendu. Pas qu'ils appellent, j'avais déjà bloqué leur numéro mail et retombé. Car s'il y a une chose que mes parents détestent plus que de se voir refuser de l'argent, c'est d'être embarrassés. Et je venais de les embarrasser devant la moitié de la famille élargie. Vers 9h15, ma cousine Marisol m'a envoyé un texto, « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Ton père est en train de paniquer. » Puis un autre de tante Jacqueline, « Tu ne méritais pas ça. Tout le monde est de ton côté, au fait. » Il ne m'a pas fallu longtemps pour reconstituer ce qui s'était passé après mon départ. Apparemment, Arturo avait interrompu le dîner après que je sois sorti, avait demandé ce qui se passait, et mon père avait balayé la question comme si c'était juste une blague qui était tombée à plat. Ma mère a essayé de changer de sujet, mais personne n'était dupe. Puis, 10 minutes plus tard, en plein milieu du dessert, ils ont tous les deux reçu le courriel, « Votre accès administrateur au fonds fiduciaire de la famille Géomoral a été révoqué. » Selon Marisol, le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père est sorti avec son téléphone, a essayé de m'appeler encore et encore, et quand rien n'a fonctionné, il est revenu à l'intérieur et a fait comme si de rien n'était. Arturo n'a pas été dupe. Personne d'autre non plus. À l'heure du déjeuner, ils avaient réussi à trouver une excuse boiteuse, disant que je n'étais pas bien et que je réagissais de manière excessive, mais le mot se répandait déjà. Mes parents s'étaient toujours présentés comme le pilier financier de la famille, prospère, généreux, responsable. Maintenant, les fissures apparaissaient. Vers 13h, ma sœur m'a envoyé un texto, « Tu es sérieuse en ce moment ? Tu vas tout gâcher pour un seul dîner. » Je n'ai pas répondu parce que non, il ne s'agissait pas d'un seul dîner. Il s'agissait de toutes les fois où il m'avait ignoré. Toutes les fois où il m'avait méprisé, utilisé, traité comme si je n'étais rien de plus que leur plan de secours. Mes parents ne m'avaient jamais demandé une seule fois comment j'allais. Jamais une seule fois reconnu que c'était moi qui faisais tourner les choses, qui payais discrètement leurs dettes plus d'une fois, qui réparais leurs erreurs. Ils avaient passé des années à investir dans la carrière fantasmée de Daniela, à couvrir ses bêtises, pendant qu'on attendait de moi que je sois la personne fiable en arrière-plan. C'est ce qu'ils ont fait, jusqu'à ce que je ne le sois plus. En début de soirée, ils ont essayé une tactique différente. Ma mère a publié un statut vague sur Facebook, « Parfois, vos enfants vous brisent le cœur et tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour qu'ils retrouvent leur chemin », il y avait un emoji qui pleure. Les commentaires étaient un mélange de fausses sollicitudes et de piques à peine voilées. Quelques parents ont répondu avec des cœurs, mais je connaissais le jeu. Elle essayait de se faire passer pour la victime avant même que je puisse dire un mot. Ce soir-là, Arturo a appelé. J'ai répondu pour lui. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit, « Sophia, je suis fier de toi. » Puis il a ajouté, « Ça fait longtemps qu'ils sont hors de contrôle. Tu as juste fait ce que le reste d'entre nous avait trop peur de faire. » Nous n'avions pas besoin d'en dire beaucoup plus. Mais juste au moment où je pensais que les choses pourraient se calmer pendant quelques jours, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres le lendemain matin. Enveloppe manuscrite, l'écriture de mon père. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une ligne, « Nous attendons de toi que tu règles ça immédiatement. Tu es déraisonnable. » C'est à ce moment-là que j'ai su. Il ne voulait pas seulement avoir accès à la fiducie. Il croyait y avoir droit. Ce n'était pas un malentendu. C'était une déclaration. Alors, j'en ai écrit une à mon tour. J'ai rédigé un avis juridique, je l'ai signé et je l'ai envoyé par l'intermédiaire de mon avocat cet après-midi-là. Avec effet immédiat, il ne devait avoir aucun accès au fonds, au dossier ou aux communications concernant la fiducie. Toute tentative d'ingérence serait documentée. Je pensais que cela les ralentirait peut-être. Mais au lieu de cela, ça a mis le feu aux poudres parce qu'ils ne voulaient plus seulement de l'argent. Ils voulaient le contrôle.
Et s'ils ne pouvaient pas m'acheter, ils essaieraient de me briser. Ils ne faisaient que commencer. Mais moi aussi. Au 3e jour, le masque était complètement tombé. Il n'essayait même plus de faire semblant. Daniela a appelé d'un nouveau numéro, a laissé un message vocal que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Quelques heures plus tard, j'ai remarqué que quelqu'un avait essayé, sans succès, d'accéder au compte de la fiducie en ligne. J'ai reçu l'alerte immédiatement. Tentative de mot de passe erroné. Adresse IP bloquée 2 fois. Ils étaient aux abois maintenant. Je suppose qu'il ne leur était jamais venu à l'esprit que je pourrais vraiment aller jusqu'au bout, que je ne craquerais pas sous la pression, la culpabilité ou l'indignation fabriquée de la famille. Mais l'indignation ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. Arturo ne restait pas silencieux. Marisol non plus. Il s'avère que lorsque vous humiliez votre propre fille devant des gens qui la connaissent depuis sa naissance, puis que vous essayez de vous en sortir en mentant, les gens parlent. Et plus ils parlaient, plus d'histoires sortaient. Marisol m'a appelé ce soir-là. Elle a dit que Daniela s'était déchaînée lors d'un brunch avec quelques cousins, criant que j'avais saboté la famille et que j'étais jalouse. Elle aurait affirmé que je lui en avais toujours voulu parce qu'elle était plus aimée. Personne n'a répondu. Ils l'ont simplement laissé s'emporter. Le lendemain, j'ai reçu un texto de tante Jacqueline, ta mère a dit à l'église ce matin que tu faisais une dépression nerveuse. Je pensais que tu devrais le savoir. C'était donc leur angle d'attaque maintenant. Ils ne pouvaient pas m'atteindre. Ne pouvaient pas contrôler l'argent. Alors ils ont commencé à me salir. Me manipuler pour me faire passer pour la méchante. Tordre l'histoire pour que les gens les voient comme des victimes. Sauf que cette fois, personne n'était dupe. Arturo est de nouveau intervenu. Il a envoyé un message au groupe de discussion de la famille élargie, celui que j'avais mis en sourdine il y a des années, disant que le toast de mon père était inacceptable, que la décision concernant le fonds fiduciaire était entièrement dans mon droit légal, et que tout commérage ou manipulation serait confronté aux faits. Il a dit, et je cite, « Sophia a fait plus pour cette famille que la plupart d'entre nous ne le réalisent. » Et il ne s'est pas arrêté là. Arturo s'est présenté chez mes parents ce soir-là, non pas pour arranger les choses, mais pour leur dire leurs 4 vérités. Marisol m'a raconté plus tard comment ça s'était passé. Il est entré, leur a tendu une copie imprimée de la citation de mon père, « Tu as toujours été notre plus grande erreur », celle que la moitié de la salle avait entendue et que l'autre moitié connaissait maintenant mot pour mot, et a dit, « Réparez ça publiquement ou c'est fini ». Mes parents ont essayé de faire marche arrière, ont prétendu que c'était une blague, ont dit que j'étais trop sensible. Arturo n'est même pas resté pour le café. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un long courriel de ma mère. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste des paragraphes sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi, sur la difficulté d'être parent, sur leur déception que je ne sois pas venu les voir directement. Elle demandait si je pouvais au moins débloquer l'accès aux fonds médicaux d'urgence car mon père avait des douleurs à la poitrine à cause de tout ce stress. Je l'ai transféré à mon avocat et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le chaos. Ma mère avait publié un long message public sur Facebook, une véritable crise de nerfs, affirmant qu'elle et mon père avaient assez souffert et que la trahison de leur fille les avait laissés financièrement dévastés. C'était vague, dramatique, et clairement écrit pour provoquer la sympathie. Mais ça s'est retourné contre elle. Les commentaires étaient brutaux. Tante Jacqueline, peut-être qu'il ne faut pas insulter sa propre fille en public et s'attendre à ce qu'elle finance votre style de vie. Marisol, nous étions tous là. Ce n'était pas un malentendu. C'était cruel. Même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années intervenaient, dénonçant la manipulation, disant qu'ils étaient fiers que j'ai enfin coupé les ponts. Et Daniela, elle est devenue silencieuse parce que même elle pouvait voir que le vent avait tourné. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de contrôle, d'héritage, de pouvoir, et ils étaient en train de le perdre rapidement. Cette semaine-là, j'ai déposé les papiers pour restructurer légalement la fiducie. Elle avait toujours été sous mon contrôle, mais maintenant elle serait sous clé, pas seulement restreinte. Plus d'accès, plus de portes dérobées, plus de chance. Je pouvais les sentir s'effondrer. Et je n'avais pas encore fini. Je pensais avoir vu le pire. Je pensais que les bloquer de la fiducie et survivre à leur crise de colère publique était le point culminant. J'avais tort. À la fin de la semaine, ils sont devenus créatifs. Ça a commencé par un coup à ma porte. Je vis dans un quartier sécurisé.
personne ne se présente à l'improviste à moins d'être invité ou dangereux. C'était samedi matin. J'ai ouvert la porte lentement, m'attendant peut-être à Marisol ou Jacqueline, mais à la place, c'était Daniela. Elle était seule, sans maquillage, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient attachés en arrière, et pour la première fois depuis probablement une décennie, elle avait l'air réelle. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle a demandé si elle pouvait entrer. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée debout dans mon salon, a regardé autour d'elle et a dit doucement que les choses étaient pires que je ne le pensais. Pas seulement avec mes parents, avec tout. Elle m'a dit qu'ils étaient dans de graves difficultés financières. Elle ne connaissait pas les chiffres, mais elle les avait entendus parler de deuxièmes hypothèques, de prêts discrets, d'avis de défaut de paiement. Leur consultant en affaires, un type que j'avais rencontré une fois des années auparavant et dont je m'étais instantanément méfié, les avait plumés avant de disparaître. C'est laquelle a dit la chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ils avaient déjà commencé à essayer de vendre la maison, la principale, celle avec le grand escalier et la piscine dans le jardin où chaque fête de famille avait été mise en scène comme dans un magazine. Ils essayaient de s'en débarrasser rapidement, discrètement, sans que le reste de la famille ne le sache, mais personne n'achetait. Le marché était en baisse, et le bruit courait qu'ils étaient désespérés. Daniela a dit que mon nom était toujours lié à une partie de l'acte de propriété. Grand-père l'avait arrangé ainsi, une clause de sécurité lors de la création de la fiducie. Il ne me l'avait jamais dit, n'avait jamais demandé ma signature, mais techniquement, il ne pouvait pas vendre sans moi. C'est pour ça qu'elle était venue, pas pour s'excuser, pas pour réparer la relation. Elle voulait que je signe. Je lui ai demandé ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Elle a hésité, puis a admis qu'il prévoyait de falsifier ma signature. Ils avaient déjà un document. Ils n'étaient simplement pas encore allés jusqu'au bout parce que Daniela les avait convaincus qu'elle pouvait me persuader. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait ça. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être entraînée dans leur chute, qu'ils perdaient la tête, que ma mère parlait d'emménager chez sa sœur et que mon père buvait pendant la journée. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de sa part. Ils t'ont vraiment traité comme de la merde. Je le savais et je l'ai laissé faire. Je n'ai pas répondu parce que je ne pouvais pas dire si c'était un vrai regret ou juste une autre performance. Mais je lui ai dit ceci, s'ils essayaient de falsifier ma signature, je porterais plainte. Sans hésitation. Et si elle était impliquée de près ou de loin, je l'entraînerais dans leur chute. Elle a hoché la tête une fois, n'a pas discuté, n'a même pas eu l'air surprise. Elle est partie sans un autre mot. Le lendemain matin, Arturo m'a appelé. Apparemment, mon père s'était présenté chez lui sans y être invité à 7 heures du matin. Il a dit qu'il avait besoin d'aide. Que j'avais détruit la famille. Qu'ils allaient tout perdre. Arturo n'a pas cédé. Il lui a dit que c'était entièrement de sa faute. Que je n'étais responsable de rien. Que peut-être pour une fois dans sa vie, il devrait envisager de dire les 2 mots qui auraient pu tout sauver, je suis désolé. Mon père n'a rien dit, il est juste sorti en trombe. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler. En pièces jointes, des copies numérisées de documents falsifiés, ceux avec ma fausse signature. Le courriel était anonyme, mais les métadonnées pointaient vers un emplacement très spécifique, l'adresse IP du domicile de mes parents. C'était une fuite. Quelqu'un à l'intérieur de leur maison me l'avait envoyé. J'avais une très bonne idée de qui. Je l'ai transféré à mon avocat. Nous avons déposé une alerte formelle pour fraude auprès du bureau des registres du comté et avons joint une déclaration sous serment affirmant que je n'avais jamais rien signé concernant cette propriété. C'était officiel maintenant. Toute tentative d'aller de l'avant serait criminelle. Et toujours, aucune excuse n'est venue. Au lieu de cela, j'ai reçu un dernier message cette nuit-là. Cette fois de Daniela, tu vas regretter ça. Tu viens de détruire nos parents. Non. Ils se sont détruits eux-mêmes. Je venais juste de m'extraire des décombres. À présent, ils savaient que je ne bluffais pas. La fiducie était scellée. La vente de la maison était légalement gelée. Et la tentative de falsification avait été signalée discrètement. Je n'avais pas porté plainte. Pas encore. Mais mon avocat a dit que la porte était grande ouverte si je changeais d'avis. Et j'ai failli le faire. Mais je voulais autre chose plus que la punition.
Je voulais qu'ils vivent avec la réalité qu'ils n'avaient plus de pouvoir, plus d'argent, plus de moyens de pression, que tout ce qu'ils avaient construit sur la manipulation et les apparences s'était effondré, et je n'avais même pas eu besoin d'élever la voix. La semaine suivante, ils ont essayé un nouvel angle. Cette fois, c'était public. Je sortais d'une épicerie un jeudi soir quand une inconnue m'a approché. C'était une femme d'une 60aine d'années au visage amical. Elle a demandé si j'étais Sophia Morale. J'ai hoché la tête, un peu incertaine. Elle a dit qu'elle faisait partie d'un groupe paroissial que ma mère fréquentait récemment, qu'elle parlait de sa fille avec qui elle était en froid et à quel point je lui manquais, qu'elle aimerait juste parler. J'ai ri. Là, sur le parking. J'ai demandé à la femme si ma mère avait mentionné pourquoi j'avais arrêté de lui parler. Elle a eu l'air mal à l'aise et a dit que ma mère avait dit que c'était à cause d'un malentendu financier. Un malentendu. C'est ce qu'il racontait aux gens maintenant. Pas la partie où mon père m'a appelé la plus grande erreur de la famille devant 20 personnes. Pas la partie où ils ont essayé de piller la fiducie. Pas la falsification. Juste un vague malentendu. J'ai dit à la femme que je n'étais pas intéressé et elle est partie poliment. Mais je savais exactement ce que ma mère faisait. Elle jouait la victime devant quiconque voulait bien l'écouter. Elle construisait une version de l'histoire où j'étais la fille amère, celle qui était froide et qui avait coupé les ponts avec ses parents vieillissants sans raison. Et la seule façon que je connaissais pour combattre cela était le silence, parce que leur désespoir ne me faisait plus de mal. Il ne faisait que les exposer. Ce week-end-là, Arturo a organisé un dîner décontracté chez lui. Moins de monde cette fois, juste les parents qui avaient été là pendant les retombées. J'ai failli ne pas y aller, mais j'ai reçu un texto d'Arturo qui disait simplement « Fais-moi confiance, tu veux être là ». Je suis arrivé juste après 19h. Marisol a ouvert la porte. Elle souriait. À l'intérieur, tout le monde était déjà assis autour de la table, Jacqueline, Arturo, quelques cousins, et assis au bout, clairement pas à leur place, mes parents. Mon père avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ma mère avait un faux sourire plaqué sur le visage comme si tout allait bien. Arturo s'est levé, m'a fait signe de m'asseoir, puis il a dit « Nous allons finir ce qu'ils ont commencé ». Il ne parlait pas du dîner. Il a sorti une petite enceinte, l'a posée sur la table et a joué un enregistrement. C'était celui du dîner d'anniversaire. Quelqu'un avait enregistré le toast de mon père, les mots exacts, d'une clarté cristalline. Tu as toujours été notre plus grande erreur. On pouvait entendre la salle réagir à nouveau, même sur l'enregistrement. Puis Arturo l'a arrêté. Il a regardé mes parents et a dit « Vous allez retirer ça tout de suite, devant tout le monde. Et vous ne ferez pas d'excuses. Vous n'expliquerez pas. Vous vous excuserez. » Ils n'ont pas bougé. Arturo s'est rassis calmement et a dit « Ou vous pouvez partir et ne plus jamais revenir. » Il y a eu un long silence. Puis, lentement, mon père s'est levé. Il a regardé autour de la salle, puis vers moi, et a finalement marmonné « Nous sommes désolés. » Arturo n'a pas laissé passer ça. À genoux. Tout le monde est resté immobile. Ma mère lui a chuchoté quelque chose, mais Arturo n'a pas bronché. À genoux, a-t-il répété. Ou vous pouvez sortir d'ici pour de bon. Ils ont hésité. Puis mon père s'est agenouillé le premier. Ma mère a suivi. Ses mains tremblaient. Ils l'ont répété. Nous sommes désolés, Sophia. J'ai hoché la tête une fois, mais je n'ai rien dit. Plus tard, alors que nous rangions tous, Marisol m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit la vérité. Je leur ai pardonné pour la forme parce que c'était ce que tout le monde voulait. C'était la performance dont ils avaient tous besoin pour sentir que l'histoire avait une fin. Mais moi, je n'oublierai jamais ces mots et je ne leur pardonnerai jamais vraiment, parce que je n'en avais pas envie. Le lendemain matin, un camion de livraison de fleurs s'est arrêté devant ma maison. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine le livreur se tenir maladroitement avec cet immense bouquet de roses blanches, lisant mon nom sur une carte. Au bout d'un moment, il les a simplement laissées sur les marches et s'en est allé. Je ne les ai pas touchées, je ne les ai pas rentrées. Elles sont restées là, au soleil, jour après jour, jusqu'à ce que les pétales brunissent et se recroquevillent sur eux-mêmes, comme s'ils avaient honte d'être encore là. S'ils pensaient que des fleurs allaient arranger les choses, ils n'avaient absolument rien appris. Le dîner de la veille avait été digne d'un film surréaliste. Regarder mes parents s'agenouiller devant moi, forcés par Arturo,
et non par la moindre once de culpabilité, était le sentiment le plus étrange. Pas satisfaisant, pas émouvant, juste vide. Ils ne le pensaient pas. Je pouvais voir qu'ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés de la tournure des événements, d'avoir été exposés, d'avoir perdu le contrôle. Les excuses étaient pour la galerie, pour les apparences. J'ai hoché la tête pendant. Je leur ai donné la réaction que les gens attendaient de moi. J'ai joué mon rôle dans ce petit drame familial pour que tout le monde puisse mieux dormir la nuit. Mais dans ma tête, j'étais déjà parti. Arturo a appelé le lendemain après-midi pour prendre de mes nouvelles. Il a dit qu'il était fier de moi, que ce que j'avais fait demandait du courage, que j'avais enfin brisé le cycle. Il a dit que peut-être, avec le temps, je pourrais leur pardonner pour de vrai. Je n'ai pas discuté avec lui. Il partait d'une bonne intention. Mais je ne comptais pas leur pardonner. Ni maintenant, ni jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'un dîner d'anniversaire qui avait mal tourné. Il s'agissait de tout ce qui avait précédé. Des années à être leur filet de sécurité, leur bouc émissaire, leur plan B financier. Des années à être invisibles jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. La nuit du dîner était juste la première fois qu'ils le disaient à voix haute. C'était une erreur. La semaine suivante a été calme en surface, mais en dessous, les choses ont évolué rapidement. Les parents qui avaient pris leur parti étaient devenus silencieux, probablement trop embarrassés pour faire marche arrière. Ceux qui étaient restés neutres ont commencé à me contacter. Des textos subtils, des propositions de se voir pour un café, de longs messages sur la complexité des familles. Je les ai tous ignorés. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un courriel d'une institution financière dont je me souvenais à peine, l'une de ces anciennes sociétés que mon grand-père avait utilisées au début des années 90 avant de tout transférer dans la fiducie principale. Je l'avais laissé ouvert par formalité, juste au cas où quelque chose d'utile y serait caché. En pièce jointe du courriel se trouvaient des journaux d'activité de compte. Et dans ces journaux, il y avait des retraits, des dizaines, de petits montants, généralement inférieurs à 35 000 pesos, espacés sur 5 ans. Mais cela s'élevait à près de 550 000 pesos. Tous tracés jusqu'à une carte émise à mon nom, mais jamais autorisée par moi. J'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Quand j'ai pris en charge la fiducie, on m'avait dit que tout avait été consolidé, qu'aucune carte n'était active en dehors des comptes principaux. Mon père me l'avait dit lui-même, en me regardant droit dans les yeux, qu'il ne restait plus rien. Sauf qu'il y avait quelque chose. Et il l'avait. Je suis resté assise avec ça pendant quelques heures, à regarder les chiffres, me demandant combien de temps ils pensaient pouvoir s'en tirer, me demandant s'ils avaient prévu de continuer à le faire pour toujours. Puis j'ai tout transféré à mon avocat. Il a appelé en quelques minutes, a dit que si je voulais porter plainte, nous avions plus qu'assez de preuves. Fraude électronique, faux et usage de faux, peut-être même usurpation d'identité. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai apporté les dernières modifications. J'ai restructuré la fiducie pour de bon. Non seulement je les ai exclus, mais j'ai réorienté chaque futur dollar. Personne dans la famille ne verrait un centime, pas même Daniela. J'ai créé une série de bourses au nom de mon grand-père. Pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, pour les mères célibataires reprenant leurs études, pour les étudiants qui n'avaient personne ni rien sur quoi s'appuyer. Le genre de personnes que mes parents auraient méprisé. C'était l'avenir du fonds fiduciaire de la famille morale maintenant, pas des maisons de vacances, des voitures de luxe ou des investissements dans la 4e tentative de carrière de ma sœur. Juste une aide discrète et réelle pour des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom et n'en avaient pas besoin. Une semaine plus tard, Daniela a appelé d'un autre nouveau numéro. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, j'ai écouté le message vocal une fois. Une seule fois. Elle disait qu'ils avaient des difficultés, qu'ils avaient vendu des meubles, que ma mère avait commencé à vendre des bijoux, que les abonnements au country club avaient disparu, et que mon père recevait sans cesse des appels de créanciers. Qu'ils avaient peur. J'ai effacé le message avant qu'elle ne finisse de parler parce que je n'avais pas peur. Plus maintenant. J'ai changé de numéro après ça, j'ai fermé le dernier compte joint, j'ai dit à l'avocat de continuer à surveiller la fiducie et de me transmettre tout ce qui était suspect, et puis je suis parti. Pas de l'état, juste de la conversation, de l'orbite, de toute l'attraction gravitationnelle de ce côté de ma famille. J'ai arrêté de me justifier, arrêté de consulter leurs réseaux sociaux, arrêté de me demander ce qu'ils racontaient aux gens.
J'ai juste arrêté de m'en soucier. Parfois, la vengeance ne vient pas dans le feu ou la fureur. Parfois, il ne s'agit pas de cris, de procès ou d'humiliation publique. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est prendre tout ce qu'ils pensaient posséder, votre amour, votre argent, votre loyauté, et s'assurer discrètement qu'ils n'en auront plus jamais une seule goutte. Ils m'ont fait sentir que j'étais une erreur. Alors, j'ai corrigé cette erreur.